la vraie vie et rencontre, c'est une affirmation d'un philosophe israélien, enfin d'abord autrichien puis israélien, qui s'appelle Martin Buber. Et c'est une affirmation qui est assez belle, mais qui n'est pas si simple qu'elle en a l'air, puisqu'on pourrait se dire en quoi j'ai besoin de rencontrer ce qui n'est pas moi pour être vraiment moi. D'ailleurs, on pourrait se dire je suis ce que je suis. D'ailleurs, dans la Bible, il y a écrit Dieu est ce je suis ce qui est. Donc dans ce cas-là, Dieu, il est ce qu'il est, il n'a pas besoin de rencontrer autre chose que lui pour être lui-même. D'ailleurs, peut-être que vous êtes nourri au biberon de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la fierté, du fait d'avoir ses valeurs, de bien se connaître. Il n'y a pas beaucoup de rencontres dans tout ça, finalement. Finalement, si vous êtes ce que vous êtes, si vous vous plaisez beaucoup, si vous vous autosuffisez, si vous avez beaucoup d'estime pour vous-même, ça a l'air bien. Hein. Bah, très bien. Mais il n'y a pas de rencontre. Et d'ailleurs, je ne vous jette pas la pierre, parce que même Descartes a écrit « Je pense, donc je suis ». Ben, si vous tendez un peu l'oreille, il n'y a pas beaucoup d'autres. Hein, je pense, donc je suis. Eh bien, ce que j'explique dans mon livre, contre Descartes, donc avec beaucoup d'humilité, c'est « Je te rencontre, donc je deviens ». Ce n'est pas « Je pense, donc je suis », c'est « Je te rencontre, toi qui n'es pas moi, donc je deviens moi ». Ben, je te rencontre, toi qui n'es pas moi, ça peut être toi, autre être humain, ça peut être toi, animal, ça peut être toi, le monde, la nature, ça peut être toi, une idée, ça peut être toi, une autre culture, une matière. Il y a Dubuffet, par exemple, il est devenu lui-même en rencontrant des matières. Notamment, il y a toute une série, une période de l'œuvre de Dubuffet qui s'appelle les matériologies, qui est sublime, à la fois sensuelle et abstraite. Et donc la thèse de mon livre et la thèse de mon travail, c'est que dans une logique, on va dire, un peu existentialiste, nous avons besoin de sortir de nous-mêmes pour devenir nous-mêmes. Nous avons besoin de n'être plus nous-mêmes, et la vraie vie est rencontre. Ça veut dire que quand nous ne faisons pas ça, quand nous sommes simplement ce que nous sommes, avec nos valeurs, notre identité aussi, eh bien, nous ne sommes pas vraiment vivants. Il y a quelque chose de mortifère dans l'autosuffisance, quelque chose de morbide dans le fait d'être simplement soi. Donc c'est compliqué comme thèse, parce qu'en vérité, aujourd'hui, on nous dit « soyez vous-même ». Soyez vous-même, et puis pour plein de raisons historiques légitimes, on dit « assumez ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous êtes ». Moi, je dis non, c'est plutôt bien d'avoir honte. Hein. Vous savez, quand on dit de quelqu'un qui se comporte très mal, par exemple quelqu'un dans les embouteillages qui vous insulte, son visage se déforme de haine, il devrait avoir honte. Mais il n'a même pas honte. Donc en fait, la honte commence, c'est ce que dit très bien Sartre, quand je me regarde être et que je doute de ma valeur, quand il y a quelque chose qui me dérange, quand j'ai une inquiétude existentielle. Eh bien, quand j'ai une inquiétude existentielle, il y a deux façons de se rassurer. Soit je vais m'accrocher à ce que je suis, m'auto-justifier, soit je vais aller à la rencontre du monde, de ce qui n'est pas moi, des idées différentes, des façons de penser différentes, des cultures différentes, et évidemment des individus différents. Et là, on n'est pas dans la pure générosité non plus. Je ne suis pas altruiste, je ne suis pas désintéressé, je ne m'intéresse pas à l'autre en tant qu'autre. Je m'intéresse à l'autre pour revenir à moi. Tout ça est très bizarre, c'est pour ça que c'est un livre de philo, et qu'il y a un travail. C'est qu'en fait, je critique à la fois l'idée que c'est bien d'être soi, comme si on était autosuffisant, autodéfini, mais je critique aussi l'idée, on va dire, chrétienne, qui est qu'il faudrait s'intéresser à l'autre comme autre, de manière purement désintéressée. Mais non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ça m'intéresse, aux deux sens du terme. Tu m'intéresses, ça veut dire, toi, ton altérité m'intéresse, donc je me désintéresse de moi, mais, double sens, je sens que je vais en faire mon miel. Je sens que ça va me nourrir, me faire changer, me faire progresser. C'est polysémique, mais c'est les deux sens en même temps. Eh bien, dans notre culture, on n'a pas le droit de dire ça. Il faut soit être dans l'altruisme pur, n'avoir aucun intérêt personnel, soit être complètement auto-centré, auto-défini. Ma thèse, c'est qu'il faut casser avec cette vision et assumer une relation intéressée aux autres, dans les doubles sens du terme,
Tu m'intéresses parce que tu es différent, et tu m'intéresses parce que je sens que c'est bon pour moi, parce que je vais me nourrir et je vais devenir moi-même grâce à cette expérience de l'altérité, ce qui est le sous-titre de ma conférence, comme vous le voyez. Expérience de l'altérité de l'autre. Tu ne penses pas comme moi, tu ne ressens pas comme moi, tu n'as pas la même histoire, tu n'as pas la même enfance, tu n'as pas la même culture, tu n'as pas la même vision du monde. Et grâce à cette rencontre, je vais m'ouvrir à l'altérité en moi et découvrir que moi aussi je suis un peu un autre, que moi aussi je me surprends et que je ne suis pas exactement celui ou celle que je pensais être. Deux options. À l'heure où naît ce trouble, et là, concentrez-vous. Essayez d'être un peu honnête et de vous dire, oui, comment je réagis quand j'ai ce trouble? Quand je dis, tiens, c'est bizarre, je ne pensais pas être attiré par quelqu'un comme ça, mais je suis attiré. Tiens, c'est bizarre, je ne pensais pas aimer ce genre de film, mais je l'aime. Tiens, c'est bizarre, je ne pensais pas être sensible à ce discours politique, mais quand même, ça résonne. Eh bien, il y a deux attitudes. Quand vient le trouble, quand grandit le trouble, quand m'envahit le trouble, il y a deux attitudes. L'attitude dominante, c'est je le refuse, je le refoule, j'en veux pas, et je m'accroche à mon identité, à ce que j'étais avant, que je veux pas changer. Ça me fait trop peur d'avoir la carapace identitaire qui se fissure. Alors je deviens con, agressif, suffisant, polémique. Vous voyez, j'ai quelque chose à dire et je vais le défendre. Et je joue mon identité bêtement sur chaque sujet. Je joue mon identité sur un sujet. Je pourrais discuter, mais non, je joue mon identité tout le temps. Et donc je me ferme. C'est ce qu'on appelle la crispation identitaire. On voit où ça finit au moment des élections. Et l'autre attitude, elle est minoritaire, c'est celle que j'encourage dans mon livre, c'est le trouble, je l'accueille. C'est désagréable. C'est bizarre. Baudelaire disait le beau est toujours bizarre. Mais c'est désagréable. Hein. Je ne sais plus qui je suis. Quelque chose se fissure dans mon assise identitaire. Il ne s'agit pas de se renier. On verra après. Mais dans un premier temps, il faut que j'accueille ce trouble. Le premier signe qu'il y a rencontre, c'est que je suis troublé. Si je ne suis pas troublé, il n'y a pas de rencontre. Le deuxième signe, c'est que j'ai envie d'aller voir plus loin. C'est la curiosité. J'ai envie de me lancer avec quelqu'un. Je n'avais pas envie d'enfant. Moi, je suis féministe. Je me disais, l'enfant va me mettre à la maison, m'enfermer à la maison, me faire perdre mon évolution de carrière, me faire être moins payé. En plus, c'est bon, je suis marraine de plein de petits marmots. J'ai pas envie d'enfant. Voilà. Je suis une femme, j'ai 38 ans. J'ai pas envie d'enfant. Mais je t'ai rencontré et j'ai envie d'un enfant. Ça veut dire qu'entre mon désir et moi, il n'y a pas que moi et mes valeurs et ma vision du monde. Il y a toi. Ben voilà, je suis Mick Jagger, je me contentais très bien de ma petite vie de rocker. Je n'avais pas envie d'être une rockstar mondiale. J'étais juste content d'être un bon musicien de quartier, quoi. Je te rencontre, toi, Keith Richards, sur le quai du train. Et avec toi, j'ai envie de devenir le plus grand groupe de rock du monde. Entre mon désir et moi, il y a toi. C'est ça la rencontre. Premier signe, je suis troublé. Deuxième signe, j'ai envie de me lancer. J'ai envie d'y aller. Ça veut dire que mon désir n'est pas que le mien. C'est pas je pense donc je suis. C'est pas je suis qui je suis donc je désire ce que je désire. C'est je t'ai rencontré donc je désire. C'est l'histoire d'un homme qui a 40 ans, qui a divorcé, qui a 3 enfants. Et il dit mon désir. Tout à l'heure, c'était une femme, vous avez remarqué. Après, c'était Mick Jagger, maintenant c'est un homme. Il dit mon désir, c'est une femme blonde, plus jeune, avec un seul enfant. C'est mon attente. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 3 enfants. Donc si elle a... J'ai pas envie d'en avoir d'autres. Donc si elle a pas d'enfants, elle va sûrement en vouloir. Donc ça fera 4, c'est trop. Et si elle en a 2, ça fait déjà 5, c'est trop. Et donc plus jeune, tant qu'à faire, vu que j'ai divorcé, autant que ça serve à quelque chose. Et blonde, parce que j'aime les blondes. Eh bien, le signe qu'il y a rencontre, c'est quand cet homme rencontre une femme qui lui plaît, qui est plus âgée, brune, avec 3 enfants. Et ils sont ensemble. Ça veut dire que la rencontre, c'est quand je suis capable de faire de la place à l'inattendu. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'attente, mais que j'ai un rapport relâché à mon attente initiale. Or, dans la crispation de tout à l'heure, je ne suis pas relâché. J'ai une attente. Et je veux absolument que le réel corresponde à mon attente. Eh bien, la rencontre, troisième signe, premier signe, le trouble. Deuxième signe, l'envie de se lancer. Troisième signe, j'accepte
d'être dérangé et que ça ne corresponde pas à mon attente. Bref, j'accueille l'inattendu. Et tout ça, c'est des signes que c'est une vraie rencontre et pas simplement un croisement. Parce qu'on croise plein de gens. Hein. Voilà, j'ai passé un bon déjeuner, j'ai été ravi de vous rencontrer. En fait, pas du tout. On s'est juste emmerdé à mourir. Et pour écourter cet enfer, on dit « j'ai été ravi de vous rencontrer ». En fait, c'est qu'un croisement. Là, je suis en train de vous dire qu'est-ce qui distingue une vraie rencontre d'un simple croisement. Eh bien, tous les signes que je vous ai donnés pour l'instant, ils sont bien. Hein. Le trouble, le désir de se lancer, l'accueil de l'inattendu, mais ils sont parfois illusoires. Parfois, il y a tout ça, et ça donne rien. Donc c'était une fausse piste. C'était pas mal, mais c'est une fausse piste. Le vrai signe que vous avez rencontré quelqu'un, c'est quand vous avez changé. C'est tout. Si vous avez le trouble, mais pas le changement, c'est que le trouble était illusoire. Si vous avez le désir d'y aller, mais pas le changement, c'est que vous n'avez pas rencontré quelqu'un. C'est que vous vous êtes simplement croisés. Parfois, on se croise un peu, ou même parfois, on a des vies parallèles, mais complices. Comme dans la chanson de Vincent Delerme, parallèle. Vous savez, parallèle, on va au cinéma, parallèle, on va au resto, parallèle, on rentre à la maison sur le trottoir, parallèle, on se met dans le lit, parallèle, petit déjeuner, parallèle, au moins on n'est pas seul, mais on est parallèle. Il y a un peu mieux que parallèle, c'est le croisement, et il y a encore mieux, c'est la rencontre. Eh bien, le signe que j'ai rencontré quelqu'un, c'est quand j'ai changé. Ça veut dire qu'au fond, et c'est ça le titre, l'expérience de l'altérité, parce que j'ai découvert une autre vision du monde, en fait, je vois le monde avec tes yeux, mais j'ai aussi mes yeux. Du coup, ça fait bizarre. Et ça fait un changement de rapport au monde. Et ça veut dire qu'il faut rester deux. Ce n'est pas une fusion. Dans une rencontre professionnelle, amoureuse, amicale, l'autre reste l'autre. C'est pour ça que je ne le ressaisis pas, je ne l'avale pas. Ce n'est pas de la fusion, c'est pas « nous, on adore le Maroc ». Dans ce cas, franchement, à quoi ça sert de rencontrer quelqu'un si c'est pour l'avaler dans un « on ignoble » ? Peut-être vous aimez le Maroc pour des raisons différentes, avec des sensibilités différentes, avec des projections différentes, un imaginaire différent. Et ça tombe bien, parce qu'au même moment, dans les mêmes vacances, tout le monde est content. Mais c'est peut-être pas on. Et c'est ce que dit Alain Badiou, il faut rester deux dans l'amour, il faut rester deux dans l'amitié, il faut rester deux dans une grande association. C'est l'expérience de l'altérité, c'est le titre. Si j'aime l'altérité, ce n'est pas pour la tuer après. Or, souvent, dans un début d'histoire d'amour ou d'amitié, on aime l'altérité, on va vers l'autre, on va vers ce qui est différent. Quel dommage après de ne plus aimer la différence et de la détruire, de la tuer dans l'œuf, alors qu'elle fait la beauté. Évidemment, c'est pour ça qu'on va se séparer. Parce que ce qui fait qu'on reste ensemble, c'est que l'autre continue à être surprenant, continue à être mystérieux, continue à m'échapper, bref, continue à être un autre. Donc le vrai signe, c'est que j'ai changé. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience de l'altérité. Et je me suis ouvert à des dimensions de moi-même que finalement je ne connaissais pas. C'est Voltaire qui s'ouvre à la psychologie positive de Émilie du Châtelet. C'est Camus qui s'ouvre à la dimension solaire et joyeuse de l'existence grâce à Maria Casares. C'est Picasso qui se découvre engagé grâce à Paul Éluard alors qu'il n'avait jamais rien eu à faire de la politique. Pour lui, c'était méprisable, c'était vulgaire. Lui, il s'intéressait qu'aux femmes et à la beauté de l'art. Et d'ailleurs, il avait fui les surréalistes parce qu'ils étaient trop fatigants pour lui avec l'engagement politique. Et puis, flash amical, il rencontre Paul Éluard, une autre étoile. Vous savez, ce n'est pas nous, avec Paul Éluard, on aime bien partir à Manosque. Hein. C'est des étoiles. Donc ça ne se compare pas et ça ne se fusionne pas. Donc, il va se dire, mais en fait, il va s'ouvrir à la politique. Et nous, ce qu'on a retenu de lui, c'est ce qui vient de Paul Éluard. En fait, sans Paul Éluard, Picasso ne se serait jamais découvert un artiste engagé. Donc ça veut dire que l'expérience de l'altérité de l'autre me fait faire l'expérience de mon altérité. Et donc que la rencontre, elle agrandit la vie. Et que sans rencontre, on n'est pas vraiment vivant. On est dans des vies rétrécies, des vies étriquées, des vies diminuées, des vies parallèles ou des vies de croisement, des vies de monades, des vies de particules élémentaires, comme le dit Houellebecq, ou alors des vies dans des bulles d'entre-soi. Des vies comme ça, où la petite particule élémentaire rejoint d'autres particules élémentaires dans une micro-bulle d'entre-soi, qui est parfois sociale, parfois technologique. Sociale, c'est la vie, hein, on a le droit d'avoir des amis et de les retrouver tout le temps au même endroit, dans les mêmes vacances, dans les mêmes restaurants, d'accord, mais ça reste une bulle d'entre-soi. Tout irait bien s'il n'y avait pas la bulle d'entre-soi technologique qui vient s'ajouter, Facebook, Instagram, où on ne retrouve que des gens qui pensent comme nous. On est carrément bombardé d'informations qui corroborent notre vision du monde. Ça fait beaucoup de bulles quand même. Il y a les bulles d'entre-soi sociales, habitudes, ritualisées, les bulles d'entre-soi technologiques, et bien sûr,
les rails psychiques, les opinions toutes faites, le déterminisme social, les certitudes socialement acquises. Ça fait beaucoup de rails, ça fait beaucoup de bulles. Et pourtant, je vous ai dit, au début, la vraie vie est rencontre. Donc il y a un problème. Comment je fais pour casser les bulles et être vivant? Méthode en 3 parties. 1, j'agis. J'agis. Parfois, il faut faire n'importe quoi, mais faire. C'est-à-dire agir, improviser. Faire pas comme c'est prévu. 1, action. 2, disponibilité. C'est-à-dire, si j'agis en étant simplement ouvert à ce que je pense rencontrer, ça va être extrêmement fermé comme rapport à l'action et à l'autre. En fait, c'est compliqué, parce que si on agit, c'est qu'on a une attente. Par exemple, cet homme, il attendait de rencontrer une femme plus jeune, blonde, avec un enfant, et c'est pour ça qu'il sortait de chez lui. Donc je ne suis pas en train de vous dire, soyez des moines zen, n'attendez rien, et ça viendra. Comme disent les mauvais bouddhistes ou les pires des coachs, ils disent, n'attends plus rien. Tranquille. Et tu verras, ça viendra. Ben non, il faut y aller, il faut se bouger, il faut vouloir, il faut mettre en mouvement des choses. Et on le fait parce qu'on a une attente. Mais si on reste bloqué sur l'attente initiale, il ne se passera presque rien. Donc en fait, il faut avoir une attente pour se mettre en mouvement et ensuite savoir s'ouvrir à l'inattendu tout en ayant une attente. C'est ce qui s'appelle la disponibilité. Ça a l'air hyper simple dit comme ça. D'abord, j'ai mis 3 ans à le trouver avant de l'écrire, donc c'est pas si simple. Mais ensuite, c'est très dur à vivre. C'est très dur à vivre. Parce qu'en fait, ça ne va pas ensemble. Soit on a une attente et on est vite obsédé, obnubilé, on ne la lâche pas. Soit on n'a pas d'attente, on est détendu, mais il ne se passe pas non plus grand-chose. Donc en vérité, il y a une articulation complexe, une dialectique complexe entre le rapport à l'attente et le rapport à l'inattendu. C'est-à-dire que ce n'est pas, il faut sortir de la pensée binaire, de la pensée dichotomique. Ce n'est pas parce qu'on a une attente qui nous motive et qui arme le bras de notre volonté qu'on est un bourrin. On peut réussir à s'ouvrir à l'inattendu tout en ayant une ou des attentes assez claires. Mais je dirais quand même que le mieux, c'est d'avoir une attente pas trop précise. Avoir une attente et accepter son caractère vague, car alors s'ouvre le champ de la disponibilité. Donc, 1, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Hein. Il reste combien de temps? Parfait, je vais conclure. 1, activité. Improvisation. 2, disponibilité. 3, j'hésite entre vulnérabilité, ce que j'ai écrit dans mon livre, mais comme ça fait un certain temps, souvent un auteur, quand le livre est sorti et qu'il a fait 800 conférences dessus, il voit une critique. Donc, le mot vulnérabilité me dérange maintenant. J'aurais plutôt envie de dire complexité. Parce que, en fait, on croit que ce qui fait qu'on va rencontrer les gens, les autres, c'est qu'on va avoir l'air super, successful, fort, brillant, et on déroule comme ça le storytelling de ses succès. En fait, ça ne marche pas. Mais le contraire ne marche pas non plus. C'est-à-dire que si vous balancez tout de suite l'intégralité de vos casseroles et de votre faille psychique, ça fait autant fuir que le contraire. Alors, il faudrait tomber le masque et apparaître dans son authenticité. Mais authenticité, on ne sait pas trop comment faire, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être authentique dans un cadre mondain, formel, bizarre, quoi. Donc, je crois que le secret, c'est d'assumer une forme de complexité. Et que paradoxalement, c'est ça que les gens aiment. C'est-à-dire que vous avez l'air fort et soudain, vous laissez passer quelque chose de votre vulnérabilité. Vous avez l'air d'être un nid à problème et soudain, vous êtes super charismatique. Cette complexité, elle est intéressante, elle attire les gens. Et bien, c'est le contraire de la simplification identitaire que j'évoquais tout à l'heure. C'est une forme de douceur, en fait, de dire, voilà, je ne sais pas trop, mon livre s'ouvre sur une scène comme ça, où il y a une rencontre dans un train, et puis il y a un homme qui a l'air un peu d'assuré, et finalement, il rencontre une femme, et puis il a un appel, et il est soudain très fragilisé par cet appel qui est inquiétant pour lui, parce que ça lui rappelle que quelqu'un de sa famille est souffrant. Et du coup, elle voit cette vulnérabilité dans une forme de force, et bien ça, ce que j'appelle tomber le masque. C'est-à-dire, en gros, je ne savais pas comment le dire, parce que vulnérabilité, c'est trop cliché. Authenticité, ça ne nous dit pas comment nous comporter. Je trouve qu'assumer une forme de complexité, échapper à la réduction identitaire, à la simplification. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans un endroit qui est des anciens d'HEC, sans vouloir jeter la pierre à cet homme que j'ai rencontré il y a quelques jours, bonjour, HEC 74.
C'est quand même un peu simple, un peu résumé, quoi. Alors voilà, c'est un chemin. Moi, je suis passé par cette école, j'ai été diplômé en 97. J'en suis très heureux. Dans ma complexité, il y a eu ça à un moment. D'ailleurs, j'ai été pas très à ma place dans cet endroit par ailleurs, mais j'ai été content d'être pas à ma place, quoi. C'était dans mon chemin. Donc voilà, peut-être ce qui fait qu'on rencontre des gens, c'est qu'on ne se laisse pas identifier, on ne se laisse pas essentialiser, on ne se laisse pas définir, on ne se laisse pas réduire, et on croit qu'il le faut pour rencontrer. Et on se présente en France comme ça par sa fonction, souvent. Et dans plein de pays, c'est pas comme ça. Eh bien, peut-être, une méthode en 3 points. Agir, sortir de chez soi. 2, disponibilité, n'attendre rien de trop précis. Et 3, complexité, tomber le masque. Le résultat de tout ça, c'est qu'on comprend mieux ce que voulait dire Martin Buber. La vraie vie et rencontre, je finirai d'une seule phrase. Si vous avez compris ce que j'ai dit, la rencontre, c'est pas intéressant. C'est pas important. C'est bien plus que ça. C'est ce sans quoi je pourrais ne jamais me rencontrer. Et là, il y a un risque important. C'est que si je me rencontre jamais, et que je suis sur des rails comme ça de certitudes, de sociaux, psychiques, d'opinions, et que je me laisse faire, ben ça va vite. Hein. Puis à un moment, je suis à la retraite, plus ou moins 2 ans, puis à un moment, je suis presque mort, et là, je me dis, merde, c'est trop tard. Le risque, en ne rencontrant pas les bonnes personnes, en ne mettant pas en œuvre une philosophie de l'action et de la disponibilité permettant de s'ouvrir aux bonnes personnes, parce qu'il y a aussi des mauvaises personnes, c'est de passer à côté de soi. Et ben, c'est un peu inquiétant. Et c'est pourquoi j'ai écrit un livre pour dire qu'on peut faire des choses et mettre en œuvre des choses pour sortir comme ça d'une vie étriquée, rétrécie et rencontrer ce que Martin Buber appelait à juste titre la vraie vie. Merci beaucoup.